Bonjour, bienvenue à cette formation pour les professionnels de la santé intitulée Mise à jour sur le diagnostic et le traitement du lymphome à cellules du manteau. Aujourd'hui, le docteur Justin Desroches abordera ce type de lymphome non-Hodgkinien, les traitements et les avancées de la recherche. Mon nom est Pascal Rousseau, je suis la gestionnaire des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Alors que nous nous connectons virtuellement aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à l'importance de notre présence sur ces terres et à notre responsabilité commune d'en prendre soin. Nous rendons hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour les liens profonds qui les unissent à ces terres et pour leur contribution constante à nos communautés. Bien que nous venions de territoires différents, nous vous encourageons tous et toutes à prendre un moment pour réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez et à la responsabilité commune de nous engager dans le processus de réconciliation en cours. À la Société de leucémie et lymphome du Canada, la diversité, l'équité, l'inclusion, l'appartenance et la promotion de l'équité en matière de santé guident nos efforts pour soutenir les membres de la communauté des personnes touchées par un cancer du sang. La mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche sur les cancers du sang et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à toute la communauté. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Vous pouvez vous inscrire à l'une ou l'autre de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. Et à la fin, vous recevrez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes. Et plus de 1500 professionnels de la santé utilisent la plateforme qui propose près de 100 formations en français et en anglais. Vous retrouverez des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, les aspects psychosociaux, la survivance au cancer, etc. Et de nouvelles formations s'ajoutent régulièrement. De plus, plusieurs de nos formations sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Alors, comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez visiter le www.formationcontinuecancerduSang.ca pour y accéder. Nous avons également disponibles sur notre site Internet différents outils éducatifs en différents formats, des balados, des vidéos animées, des feuillets informatifs, etc., sur les cancers du sang, sur les traitements et ou encore les aspects psychosociaux du cancer. Vous retrouverez entre autres un feuillet informatif ainsi qu'une vidéo animée sur le lymphome du manteau. Et tous ces outils et bien plus encore peuvent être commandés ou encore téléchargés via notre site Internet. Vous pouvez commander nos feuillets détachables pour faciliter la référence vers nos services ou encore de la documentation sur les cancers du sang pour informer les personnes touchées et les familles que vous soutenez. Le tout se fait aisément et est sans frais. La majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé via notre site Internet. Et grâce à ce formulaire électronique pratique, celui que vous voyez à l'écran, vous pouvez commander du matériel qui va être expédié à votre établissement, le tout en quelques clics seulement. Si vous avez des questions, il suffit de communiquer avec le ou la responsable des services communautaires de votre région et nous sommes toujours heureux et heureuses de pouvoir vous aider. Finalement, je voudrais mentionner que le soutien psychosocial et émotionnel est très important pour la Société de leucémie et lymphome du Canada. Notre programme de soutien par les pairs a été identifié comme un service clé. Donc, c'est des bénévoles qui ont terminé leur traitement depuis au moins un an ou encore qui vivent avec un cancer chronique, qui sont sélectionnés et formés et ils partagent leurs histoires avec des personnes nouvellement diagnostiquées ou qui sont confrontées à une nouvelle option de traitement ou qui ont des questions sur l'après-cancer. Ce programme est également disponible pour les proches. Alors, l'âge, le sexe, le diagnostic et le traitement sont pris en compte pour garantir le meilleur jumelage possible. Et ce programme contribue à donner de l'espoir, à atténuer l'anxiété et à créer des attentes réalistes. Nous proposons également des groupes de soutien virtuels d'un bout à l'autre du pays, animés par des professionnels. Nos groupes de soutien permettent à la communauté des personnes touchées par un cancer du sang d'entrer en contact avec d'autres personnes qui font face aux mêmes défis dans le confort de leur foyer.
Les personnes qui participent à nos groupes créent des liens grâce aux discussions de groupe, partagent des méthodes d'adaptation et des informations et se sentent moins seules. Alors visitez le www.cancerdusang.ca pour plus de détails. Donc, c'est maintenant le temps de vous présenter notre conférencier, le docteur Justin Desroches, qui complète son fellowship en lymphome OBC Cancer. Alors, docteur Desroches, la parole est à vous. Ouais, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu du diagnostic et du traitement du lymphome à cellules du manteau. Donc, dans la présentation aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu de contexte, puis on va parler du traitement de première intention chez les patients qui sont jeunes en forme, mais aussi du traitement chez les patients un peu plus âgés. Puis je vais vous donner quelques informations sur le traitement d'entretien par le rituximab. Puis on va aussi parler du traitement de la maladie récidivante et réfractaire. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, ici, on a un CT scan qui montre une grosse masse médiastinale de 17 centimètres. Donc, ce patient-là va être traité, puis aura une réponse ou pas de réponse. Puis la façon dont on évalue la réponse, c'est de la façon suivante. Donc, si la masse disparaît ou mesure moins de 1,5 cm à la fin du traitement, on parle de réponse complète. Si la masse diminue, mais qu'elle mesure encore plus qu'1,5 cm, on parle de réponse partielle. Puis si la masse reste la même, on parle alors de maladie stable. Puis dans certains cas, malheureusement, la masse va progresser, puis on parle de maladie évolutive. Ici, je vous montre une courbe de Kaplan-Meier. Vous pouvez voir le temps sur l'axe des X, puis dans le fond, la probabilité d'un événement sur l'axe des Y. Donc ici, l'événement, c'est une progression. Donc, au temps zéro, vous voyez que 100% des gens sont sans progression et 100% des gens sont vivants. Puis, en avançant dans le temps, on voit qu'il y a des gens qui finissent par progresser, puis des gens qui finissent par décéder. Dans un monde idéal, on aimerait ça voir une courbe complètement horizontale, mais c'est rarement le cas, comme vous pouvez vous imaginer. Donc ici, par exemple, on voit que les patients qui ont été traités avec la bendamustine rituximab ont une meilleure courbe, dans le fond, de survie sans progression et de survie globale que les patients traités avec Archer. Donc, un petit peu de contexte sur le lymphome du manteau. Le lymphome du manteau, c'est un lymphome non-hodgkinien qui est quand même assez rare, mais qui représente tout de même 6% des lymphomes non-hodgkiniens. Donc, vous pouvez voir que c'est moins commun que le lymphome diffus, que le lymphome folliculaire ou que le lymphome de la zone marginale, mais c'est quand même un lymphome qu'on voit plusieurs fois par année. Donc, pour vous donner un exemple, on a à peu près 40 à 50 cas de nouveaux lymphomes du manteau en Colombie-Britannique par année, puis de 300 à 400 cas au Canada. Donc, c'est définitivement quelque chose que vous allez voir dans votre clinique ou sur l'étage. Le lymphome du manteau, c'est un cancer du lymphocyte B. Le lymphocyte B, c'est un globule blanc qui fait partie du système immunitaire puis du système hématologique. Puis les lymphocytes peuvent se trouver un peu partout dans le corps. On en trouve dans les ganglions, dans le sang, la moelle osseuse et même certains organes comme les intestins, par exemple. Donc, c'est assez commun que les patients se présentent avec un stade avancé, comme un stade 4. Ici, je vous montre un ganglion, puis dans le fond, la structure normale d'un ganglion. La majorité des patients avec un lymphome du manteau vont avoir une atteinte ganglionnaire. Donc, vous voyez que le ganglion est composé de plusieurs follicules. Ça, c'est les ronds bleus que vous voyez. Puis le follicule, dans le fond, c'est l'endroit où les lymphocytes B se développent, puis où ils deviennent capables de reconnaître un antigène. Puis vous voyez que les follicules sont entourés d'une zone qu'on appelle la zone du manteau. Puis c'est les lymphocytes qui se trouvent dans cette zone du manteau-là qui deviennent cancéreux et qui mènent à un lymphome du manteau, comme le nom le dit bien. Donc, sur l'image ici, ça, c'est vraiment une coupe dans le fond d'un ganglion. Vous voyez plusieurs follicules ou nodules et on peut vraiment constater que la zone du manteau est épaissie ici. Donc, la cellule cancéreuse se trouve vraiment dans cette zone-là. Puis évidemment, ben, la cellule elle-même a certaines anomalies. Donc ici, on voit un lymphocyte B qui devient cancéreux, puis qui mène éventuellement à la maladie. Donc, en général, chaque cellule du corps se divise à une vitesse différente. Par exemple, on a des cellules qui se divisent plus rapidement, comme les cheveux, la peau, comparativement à d'autres cellules, comme celle du cerveau.
Ce qui se passe dans lymphome du manteau, c'est qu'on développe une anomalie au niveau du cycle cellulaire. Donc, dans ce type de lymphome en particulier, on a une translocation entre le chromosome 11 et le chromosome 14. Puis ça mène à la dérégulation d'une protéine qu'on appelle la cycline D1. Puis quand la cycline D1 est surexprimée, ça contribue à une prolifération cellulaire excessive, donc à la création de la maladie. Ce phénomène-là de la prolifération cellulaire excessive peut se produire un peu partout dans le corps, que ce soit dans les ganglions, le sang, la moelle et certains organes, d'où le fait que plusieurs patients se présentent avec une maladie avancée. Donc, pour vraiment vous donner une bonne base avant qu'on se plonge un petit peu plus dans le lymphome du manteau, je veux juste qu'on révise la classification des lymphomes à cellules B. Donc, premièrement, on divise les lymphomes en lymphomes hodgkiniens et lymphomes non-hodgkiniens. Puis les lymphomes non-hodgkiniens sont divisés en lymphomes de cellules B et les lymphomes de cellules T ou NK. Donc, parmi les lymphomes à cellules B, il y a des lymphomes qui sont indolents, donc qui se répliquent pas très rapidement, qui sont pas super agressifs. Et il y a des lymphomes agressifs qu'on doit traiter rapidement pour que le patient puisse aller mieux et survivre. Puis on a un des lymphomes qui sont très agressifs, comme le Burkitt. Donc, dans les lymphomes indolents, des exemples de ça seraient le lymphome folliculaire, la LLC, le lymphome de la zone marginale, le lymphome lymphoplasmacytaire et la tricholeucémie. Tandis que des exemples de lymphomes agressifs seraient le lymphome diffus à grande cellule B, le lymphome médiastinal, le lymphome du système nerveux central et le lymphome intravasculaire. Là, vous allez me dire, le lymphome du manteau n'est pas ici. Effectivement, ça c'est parce que le lymphome du manteau se trouve un petit peu au milieu. Parfois, il est très indolent, mais parfois, il peut être agressif. Donc, je dirais qu'on a un peu le pire des deux mondes dans le lymphome du manteau, parce que les lymphomes indolents, ce qui est bien, c'est que bon, ils ne se répliquent pas rapidement. Les patients sont normalement pas très malades au diagnostic, mais on ne peut pas les guérir. Les lymphomes agressifs, d'un autre côté, bon, comme le nom le dit, ils sont agressifs, mais la bonne chose, c'est qu'on est souvent capable d'éradiquer la maladie complètement et de guérir le lymphome. Le lymphome du manteau, malheureusement, est entre les deux. Donc, parfois, il est indolent, mais parfois, il se comporte de façon très agressive et malheureusement, il n'est pas curable ou guérissable, du moins en 2025. Donc, comme on l'a dit, dans le fond, le lymphome du manteau se caractérise par une surexpression de la cycline D1, ce qui mène à un cycle cellulaire constant, puis ça explique entre autres la biologie et la réponse au traitement actuel. Puis c'est une maladie du système immunitaire, donc c'est très souvent diagnostiqué à un stade avancé, stade 4, mais ça n'a pas la même connotation prognostique que dans d'autres types de cancers solides, par exemple. Puis le cycle cellulaire diffère d'une cellule à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, c'est un lymphome qui est très hétérogène puis qui se comporte vraiment différemment d'un patient à l'autre. Donc, ici, pour vous montrer ça en exemple, il y a des patients qui vont avoir une maladie très indolente, des patients une maladie plus agressive. Puis il y a une forme du lymphome du manteau qui s'appelle la forme leucémique non nodale, qui est en fait associée avec un très bon prognostic. Puis les patients peuvent souvent être observés au diagnostic sans avoir besoin de traitement. Ensuite, on a la forme classique qui se situe un peu entre les deux. Puis, on a des formes plus agressives du lymphome du manteau, comme la forme blastoïde ou pléomorphe, qui est associée avec un pronostic défavorable, puis souvent une résistance au traitement. Donc, ici, je vous présente la survie globale de patients avec un lymphome du manteau en Colombie-Britannique. Donc, vous pouvez voir la ligne bleue. Ça, c'était dans l'ère où seule la chimiothérapie, le cytotoxique, était utilisée. La ligne verte correspond à l'ère où on a ajouté le rituximab, puis la ligne rouge correspond à l'ère où on a ajouté les inhibiteurs de la BTK et les CAR-T. Donc, vous voyez qu'on fait du progrès en termes de survie globale, puis les patients, dans les dernières années, vivent plus longtemps qu'avant. Mais si vous comparez à la courbe pointillée ici, on voit quand même que les patients avec un lymphome du manteau vivent beaucoup moins longtemps que la population générale. Puis de nos jours, la survie globale médiane, c'est environ de 7 ans pour un patient qui est diagnostiqué avec un lymphome du manteau. Donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier les patients qui sont à plus bas risque ou ceux qui ont une maladie plus agressive? Bien, on a un score qui s'appelle le score de MIPI. Donc, le score de MIPI regarde plusieurs facteurs. Donc, l'âge du patient, l'échelle de performance ECOG, le niveau de LDH, puis les globules blancs.
Puis, dans le fond, chaque critère nous permet d'avoir un certain nombre de points. Donc, vous voyez que les patients à faible risque, ceux qui ont de 0 à 3 points, ont une survie globale à 5 ans de 83 ce qui veut dire qu'à 5 ans, 83 des patients sont encore en vie. Par contre, les patients à risque élevé, qui ont de 6 à 11 points, ont une survie globale à 5 ans de 34 ce qui est quand même beaucoup moins. On voit que le MIPI permet vraiment de bien distinguer les pronostics de tous les patients, peu importe l'âge. Donc, dans le graphique du bas, où on a les jeunes patients et le patient âgé, vous pouvez voir que la ligne bleue représente les patients de bas risque, jaune les patients à risque intermédiaire et gris ceux qui ont un risque avancé, puis que vraiment leur survie varie beaucoup dépendamment de leur niveau de risque. Donc, on va se lancer maintenant sur le traitement de première intention. Puis la chose que j'aimerais dire en débutant, c'est que pas tous les patients ont besoin d'être traités immédiatement. Il y a des patients avec une maladie indolente qu'on peut observer. S'ils sont asymptomatiques, qui n'ont pas de cytopénie, qui n'ont pas des gros ganglions qui compriment les organes, c'est tout à fait correct de les observer. Ça, dans le fond, je présente les données d'une cohorte de Colombie-Britannique où on regarde 440 cas de patients avec un lymphome du manteau entre 1998 et 2014. Puis parmi ces patients-là, il y a 83 qui ont été traités dès le diagnostic, mais 17 qui ont été observés pour au moins 3 mois. Puis ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est qu'à 1 an, il y a encore 80 des patients qui sont sous observation, parmi ceux qui étaient observés dès le départ. Puis le temps médian avant d'avoir besoin d'un traitement, c'était 3 ans. Donc vraiment, ceux qui ont une maladie plus indolente, on peut se permettre de les observer. Il n'y a pas d'urgence de les traiter dès le départ. Puis le graphique à droite nous montre que ceux qui ont la forme leucémique non nodale, ben, certains patients, en fait, peuvent être observés plusieurs années. Ici, on voit que la probabilité là, de progression est excellente, même à 10 ans après le diagnostic. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que les gens qui sont initialement observés vivent pas moins longtemps que ceux qui sont traités dès le diagnostic. Donc, on voit que la survie médiane chez les patients qui étaient initialement observés est de 72 mois par rapport à 52 mois chez les patients qui sont traités dès le début. Puis ça, c'est normal parce que les patients qui sont observés avaient d'emblée des caractéristiques d'une maladie plus indolente. Donc, on peut s'attendre que leur survie médiane soit en fait plus haute même. Donc, le traitement de première intention, bon, il est assez varié. Il y a plusieurs pratiques à travers le monde, mais je vous dirais que ça, c'est l'algorithme qu'on utilise en 2025. Mais notez que l'algorithme est en constante évolution, puis ça se peut que dans un an ou deux, cet algorithme-là ait changé. Euh, Ce qui est important de se souvenir, dans le fond, c'est que la première chose, c'est qu'on évalue l'âge du patient et ses comorbidités. Si le patient est jeune, en forme, ben, il est éligible pour la chimiothérapie à haute dose et une autogreffe. Donc, les régimes de chimiothérapie qu'on utilise souvent incluent le RDAP, le R-CHOP en alternance avec le RDAP ou le R-MaxiCHOP avec la starbine haute dose. Puis les patients qui reçoivent ce traitement d'induction-là vont souvent être consolidés avec une greffe autologue de cellules souches et un entretien de rituximab. Donc, en résumé, les patients qui sont plus jeunes, on les induit avec 6 cycles de chimiothérapie et du rituximab. On les consolide avec la chimiothérapie à forte dose suivie par une greffe autologue de cellules souches et on leur donne un traitement d'entretien de rituximab qui dure là, de 2 à 3 ans, dépendamment des places. Donc, qu'est-ce que le rituximab? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un anticorps monoclonal qui est dirigé contre le CD20. Puis le CD20, c'est exprimé dans les cellules B. Donc, c'est vraiment un anticorps qui va s'attaquer directement aux cellules cancéreuses. Puis ça met à profit le système immunitaire pour reconnaître et tuer les cellules B. La chimiothérapie, d'un autre côté, c'est des médicaments qui perturbent le cycle cellulaire ou l'ADN, mais ça affecte pas seulement les cellules malignes, ça affecte préférentiellement les cellules qui se divisent rapidement. Mais ça peut inclure les cellules non malignes, ce qui explique entre autres les toxicités de la chimiothérapie. Donc ici, on vous montre différents protocoles de chimio qui ont été évalués au fil des années pour les patients avec un lymphome du manteau qui sont jeunes et qui sont en forme.
Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs différents protocoles d'induction, incluant le Hypercvad, le RCHOP, le RCHOP en alternance avec le RDA. Puis, tous ces protocoles-là sont essentiellement similaires et semblables par rapport à leur taux de réponse, mais je vous dirais que celui qui est le plus communément utilisé, c'est le RCHOP en alternance avec le RDA que vous voyez ici. Donc, le traitement qu'on utilise le plus souvent, c'est ça, le R-CHOP, le RDAP en alternance, suivi d'une autogreffe, suivi par un entretien de réduxant. Puis ça vient d'une grosse étude européenne qui s'appelait le MCL Younger. Donc, ils ont pris presque 500 patients en bas de 65 ans qui avaient un stade, bon, 2 à 4 du lymphome du manteau et qui n'avaient jamais été traités auparavant. Puis ces patients-là ont été randomisés à recevoir R-CHOP en alternance avec RDA pour un total de 6 cycles. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient un cycle de R-CHOP, un cycle de RDA, R-CHOP, RDA, R-CHOP, RDA, un total de 6 cycles, versus R-CHOP x 6. Puis les patients recevaient ensuite une autre dose de chimiothérapie pour ensuite procéder avec une greffe autologue de cellules souches. Donc vraiment la différence ici, c'était qu'on ajoutait là, la cytarabine et la cisplatine au traitement de chimiothérapie. Puis ce qu'on voit, c'est que le délai médian jusqu'à l'échec du traitement, ce qui est assez comparable à la survie sans progression, et de 8 ans quand on ajoute la cytarabine et le platin à la combinaison de chimiothérapie, comparativement à environ 4 ans pour le R-CHOP seul. Donc, c'est pour ça que le R-CHOP en alternance avec le RDA a vraiment été adopté comme la chimiothérapie d'induction privilégiée chez les patients qui sont jeunes et qui sont en forme. Puis on peut voir que la survie globale semble aussi légèrement supérieure lorsqu'on utilise le R-CHOP et le RDA ici. Si on ajuste pour le MIPI, le hazard ratio pour la survie est de 0,60. Puis ça, c'était cliniquement, statistiquement significatif. Ce qui est drôle, par contre, c'est qu'en Colombie-Britannique, l'endroit où je fais mon fellowship, on utilise la bendamustine et le Rituxan en induction, même chez les patients qui sont jeunes et qui sont en forme. Ici, je vous présente une étude de Dr. Villa qui travaille à BC Cancer Vancouver, qui compare les patients de la Colombie-Britannique qui ont été traités avec le BR avec les patients sur l'étude que je viens de vous présenter qui ont été traités avec R-CHOP RDA. Puis ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la survie sans progression entre les patients qui ont été traités avec le BR et le R-CHOP RDA. Donc, le BR reste une option de chimiothérapie d'induction, même pour les patients plus jeunes qui sont fit. Puis vous voyez ici qu'un nombre très similaire de patients ont pu procéder à la greffe de cellules souches autologues après leur traitement de BR, de façon très similaire aux patients sur R-CHOP RDAP en bleu ici. Bon, là, on a parlé de chimiothérapie, on a parlé de rituximab, mais il y a aussi d'autres récepteurs au niveau de la cellule qui peuvent être ciblés dans le traitement du lymphome du manteau. Donc, ce que je vous présente sur le diagramme assez complexe ici, c'est bon, la cellule. Vous voyez ici la membrane cellulaire. Puis, un peu plus bas, on voit le noyau qui contient de l'ADN. Puis, entre la membrane cellulaire et le noyau, il y a toute une cascade moléculaire qui permet au milieu extérieur de communiquer avec la cellule et de, bon, retranscrire l'ADN. Puis ce qu'on peut faire, en fait, c'est cibler ces molécules-là pour rétablir une division cellulaire normale. Donc, une des molécules très importantes s'appelle la tyrosine kinase de Bruton, qui est en rouge ici, BTK pour Bruton Tyrosine Kinase en anglais. Puis, ben, cette molécule-là est cruciale parce qu'on peut la bloquer, ce qui nous permet ensuite de bloquer le signal en aval et d'empêcher la division cellulaire de se produire. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler de ces médicaments-là, le ibrutinib, l'acalabrutinib et le zanubrutinib. Donc, ça, c'est des inhibiteurs de la BTK qui ont vraiment révolutionné le traitement de plusieurs lymphomes, incluant le lymphome du manteau, mais aussi la LLC, par exemple. Donc, les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton sont super efficaces, mais ils ont aussi souvent des effets sur d'autres types de kinases. Donc, ici, on voit les points rouges là, qui montrent les off-target effects. Donc, l'effet sur d'autres types de kinases qui ne sont pas seulement la tyrosine kinase de Bruton.
C'est vraiment ces off-target effects-là qui créent des toxicités comme les saignements, l'hypertension, la fibrillation auriculaire, des arthralgies, etc. Euh, mais comme vous pouvez le voir, dans le fond, les inhibiteurs de la BTK de deuxième génération, comme le acalabrutinib et le zanubrutinib, sont un peu plus spécifiques, donc ont moins de off-target effects. Puis ça explique pourquoi la plupart des hématologues préfèrent utiliser ces deux agents-là, parce que c'est associé avec moins d'effets secondaires. On sait que les inhibiteurs de la BTK fonctionnent très bien chez les patients avec un lymphome du menton qui ont une maladie réfractaire ou récidivante. Donc, c'est vraiment le standard of care en deuxième ligne. Pourquoi on ne les utilise pas en première ligne encore? Ben, ça, c'est la question qu'on va essayer de répondre dans les prochaines slides. Donc, l'étude Triangle a été vraiment l'étude qui nous a, bon, qui a un peu révolutionné le monde du lymphome du manteau il y a à peu près 2 ans. Donc, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont ajouté l'ibrutinib à la chimiothérapie conventionnelle pré-greffe. Donc, vous voyez que dans cette étude-là, il y avait 3 différents bras. Donc, un groupe qui a été traité avec le R-CHOP-RDAP en alternance, suivi par une autogreffe et un maintien de rituximab. Le deuxième groupe ici, ils ont ajouté l'ibrutinib au R-CHOP. Les patients procédaient ensuite à l'autogreffe, puis recevaient également 2 ans d'ibrutinib après la greffe, en plus de leur entretien de rituximab. Puis dans le troisième groupe, qui est probablement le plus intéressant, les patients recevaient l'ibrutinib avec un R-CHOP, même chose que dans le deuxième bras, 2 ans d'ibrutinib et leur entretien du rituxan, mais on éliminait complètement l'autogreffe. Donc, l'hypothèse de cette étude-là, c'était de voir si l'ajout d'ibrutinib nous permettait d'éviter l'autogreffe. Puis l'intérêt de faire ça, c'est qu'on sait que l'autogreffe est associée à beaucoup de toxicité. Les patients doivent être admis pendant à peu près 3 semaines à l'hôpital. Donc, si on peut se sauver de la greffe en ajoutant l'ibrutinib, c'est vraiment intéressant pour la qualité de vie des patients. Donc, ce que l'étude a montré, c'est que la survie sans échec en ajoutant ibrutinib était supérieure au protocole de chimiothérapie sans ibrutinib. Puis après, vous pouvez voir que le bras avec l'autogreffe et le bras sans l'autogreffe ont vraiment une survie sans échec qui est très similaire. Puis au niveau de la survie globale, ben, les 3 groupes sont encore assez semblables. Donc vraiment, il semble qu'en ajoutant l'ibrutinib, premièrement, on augmente la survie sans progression, mais on pense aussi qu'on peut omettre l'autogreffe, ce qui est vraiment une bonne chose pour éviter la toxicité aux patients. Donc, à Vancouver, on a un essai canadien qui s'appelle le OZM 109. Donc, les patients ici reçoivent 6 cycles de R-CHOP avec de l'acalabrutinib, qui est un inhibiteur de la BTK de deuxième génération, une autogreffe, puis ensuite 2 ans d'acalabrutinib. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, bon, de 2021 à 2023, ils ont recruté à peu près 54 patients, mais cette année, on vient tout juste d'ouvrir une cohorte sans autogreffe pour voir si, encore une fois, R-CHOP et Acala nous permettraient peut-être d'éviter la greffe chez ces patients-là avec un lymphome du manteau qui sont jeunes. Donc, un petit résumé de traitement pour les patients plus jeunes. On donne 6 cycles de chimiothérapie avec du rituximab. Ensuite, on consolide avec une autogreffe, puis on donne un traitement d'entretien. Pour l'instant, les émetteurs de la BTK ne sont pas remboursés ou ne sont pas facilement accessibles au Canada, mais on espère que ça s'en vient dans les prochains mois. Maintenant, je vous parle du traitement de première intention chez les patients qui sont un peu plus vieux, plus frêles ou qui ont certaines comorbidités. Donc, si on pense qu'on peut quand même leur donner de la chimiothérapie haute dose, bon, on a plusieurs options, le BR, le R-CHOP, on peut rajouter de la cytarabine, mais on évite la greffe. Puis vraiment, si les patients ne tolèrent pas des protocoles un peu plus agressifs comme le R-CHOP ou des protocoles qui contiennent la cytarabine, mais le BR, c'est vraiment une excellente option. Puis ensuite, ben, les patients reçoivent un entretien de rituximab. Donc, vraiment, la grosse différence ici, c'est qu'on utilise des protocoles un petit peu moins agressifs, puis on élimine l'autogreffe parce que les patients ne pourraient pas tolérer les toxicités de greffe. Voilà. Donc, chez les patients plus âgés, rituximab et chimiothérapie pour 6 cycles, et on poursuit avec un entretien de rituximab de 2 à 3 ans sans autogreffe.
Ici, je vous montre dans le fond différents régimes qui ont été étudiés chez les patients un peu plus vieux ou les patients plus frêles. Vous pouvez voir plusieurs exemples comme le R-CHOP, le BR, le R-BAC, etc. Mais je vous dirais que vraiment le BR, donc la bendamustine et le rituximab, c'est le traitement qui est le plus utilisé pour les patients qui sont un peu plus frêles. Puis ça, c'est pas seulement en Colombie-Britannique, là, mais vraiment à travers le Canada. Donc ici, je vous présente une étude faite en Colombie-Britannique, une étude du vrai monde, qui comparait les patients traités avec BR et R-CHOP. Puis vous pouvez voir que la survie globale pour les patients traités avec BR est supérieure à ceux qui sont traités avec R-CHOP, et ça, peu importe l'âge du patient. Donc, chez les patients en bas de 65 ans traités avec BR, ils font mieux que les patients en bas de 65 ans traités avec R-CHOP. Puis même chose pour les patients qui sont un petit peu plus vieux. Donc vraiment, le BR semble meilleur que le R-CHOP. Donc vraiment un protocole idéal à utiliser chez les patients qui sont un peu plus âgés ou plus comorbides. Ensuite, je vous ai beaucoup parlé du traitement d'entretien de rituximab. Donc le rituximab, on se le rappelle, c'est l'anticorps monoclonal contre le CD20. Puis, en l'informe du manteau, on se permet de le donner de 2 à 3 ans, à chaque 2, 3 mois, après l'autogreffe ou après l'induction de chimiothérapie. Puis ici, je vous présente une étude américaine qui a comparé les patients qui avaient été traités avec BR ou R-CHOP avec ceux qui ont reçu un entretien de rituximab par la suite. Donc, ici en rouge, vous voyez les patients qui ont reçu BR plus un maintien de rituximab. Puis en orange, les patients qui ont reçu du R-CHOP plus un maintien de rituximab. Puis on voit que les patients qui ont reçu le rituximab après font mieux, tant au niveau là, de leur temps au prochain traitement qu'au niveau de leur survie globale. Donc, vraiment, on ajoute un entretien de rituximab pour prolonger la rémission aux patients et augmenter leur survie. Bon, chez les patients qui sont un peu plus vieux, pas éligibles à la greffe, il y a deux études qui ont incorporé les inhibiteurs de BTK en première ligne. Puis ça, c'est l'étude ECHO et l'étude SHINE. Donc, dans l'étude ECHO, les patients ont été traités avec BR et on a ajouté de la calabrutinib jusqu'à progression, en plus de leur entretien de rituximab. Dans l'étude SHINE, les patients ont reçu BR, de l'ibrutinib et un entretien de rituximab. Puis, comme je vous le disais, le l'inhibiteur de la BTK a été continué jusqu'à progression de maladie ou jusqu'à toxicité. Et ce qu'on voit dans le fond dans ces deux études-là, c'est que la survie sans progression est meilleure quand on ajoute un inhibiteur de la BTK. Puis à 5 ans, on estime que la survie sans progression est meilleure d'environ 10%. Il n'y a pas de différence au niveau de la survie globale, par contre. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que, bon, ajouter l'inhibiteur de la BTK, ça vient quand même avec son lot de toxicité et c'est pas négligeable là, du côté financier non plus. Mais aux États-Unis, dans le fond, la combinaison de BR et acalabrutinib vient d'être approuvée par la FDA et est de plus en plus utilisée. Une autre étude qui est très intéressante, c'est l'étude Enrich. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on combine un inhibiteur de la BTK avec le rituximab, mais on omet complètement la chimiothérapie. Donc ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont pris 400 patients âgés de 60 ans et plus qui n'étaient pas éligibles là, à de la chimiothérapie haute dose avec une autogreffe. Puis, ils les ont randomisés à deux groupes, donc la chimio conventionnelle comme R-CHOP ou BR, ou ibrutinib plus rituximab, donc un bras vraiment sans chimio conventionnelle. Puis, ce qu'on a vu dans cette étude-là, en fait, c'est que la survie sans progression apparaissait meilleure avec l'ibrutinib rituximab dans l'ensemble des patients. Donc, c'est vraiment un régime intéressant pour les patients chez qui on a des doutes par rapport à leur tolérance de la chimiothérapie plus traditionnelle. Ce qui est aussi intéressant, c'est que par contre, ce bénéfice-là est vraiment seulement vu quand on compare l'ibrutinib rituximab avec les patients qui ont su R-CHOP. Si on compare avec les patients qui ont su BR, là, l'efficacité était à peu près la même. Mais vraiment, ibrutinib rituximab pourrait être une combinaison intéressante à essayer pour les patients qui ne toléraient pas notre chimio, puis qui préfèrent être seulement traités avec une pilule orale et du rituximab qui est normalement très bien toléré. Donc, voici un petit résumé du traitement. Donc, chez les patients qui sont jeunes et en forme, on donne une chimiothérapie d'induction qui contient du rituximab et souvent de la cytarabine.
On consolide avec une greffe autologue de cellules souches et on donne un traitement d'entretien par le rituximab. Puis chez les patients qui sont plus âgés, qui sont en moins bonne forme, on donne une chimiothérapie d'induction qui contient du rituximab. Puis la plus couramment utilisée, c'est vraiment la bendamustine et le rituximab. Et on donne l'entretien de rituximab. Donc, au Canada, pour l'instant, on n'intègre pas encore les inhibiteurs de la BTK dans le traitement, le standard of care de première ligne. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du traitement du lymphome du manteau de la maladie récidivante ou réfractaire. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a plusieurs options de traitement lors d'une rechute. On pourrait considérer d'autres cycles de chimiothérapie. On a plusieurs nouveaux agents. Il y a la radiothérapie, la greffe allogénique et le CAR-T. Mais ce que je vous dirais, là, c'est que si le patient n'a pas reçu d'inhibiteur de la BTK en première ligne, la grande majorité des gens vont utiliser ça en deuxième ligne. Comme je vous l'ai dit, bon, les plus couramment utilisés, c'est l'ibrutinib, la calabrutinib et le zanubrutinib, mais la calabrutinib et le zanubrutinib ont moins d'effets secondaires, donc moins de saignements, moins d'hypertension, moins de fibrillation auriculaire. Donc, c'est souvent ces deux agents-là qu'on va utiliser en premier. Les taux de réponse avec les inhibiteurs de la BTK en deuxième ligne sont quand même assez bons, varient entre 70 et 80. Puis vous pouvez voir que la survie sans progression médiane avec la calabrutinib ou le zanubrutinib est à peu près de, bon, un petit peu moins que 2 ans, donc 20 mois, 20 ou 22 mois. Donc, on peut s'attendre à avoir à peu près 2 ans là, de survie sans progression chez un patient qui est traité en deuxième ligne avec un inhibiteur de la BTK. Ça ici, c'était juste pour vous montrer que les effets secondaires sont un peu moindres avec le acalabrutinib et le zanubrutinib. Donc, vous pouvez voir que le taux d'infection est plus bas. Ensuite, au niveau des saignements, c'est à peu près semblable. Il y a moins d'hypertension avec le acala et le zanubrutinib et beaucoup moins de fibrillation auriculaire, ce qui était quand même un problème avec l'ibrutinib. Donc, c'est souvent pour ça que notre choix s'arrête sur un de ces deux agents-là. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il vaut mieux utiliser l'inhibiteur de la BTK tôt dans les lignes de traitement. Donc ici, je vous montre une étude qui confirme ça. Donc la ligne bleue, c'est les patients qui ont reçu un inhibiteur de la BTK après avoir déjà reçu une ligne de traitement. Donc en deuxième ligne, la ligne orange, c'est ceux qui ont reçu l'inhibiteur de la BTK en troisième ligne, puis celle qui est pointillée en quatrième ligne. Donc, on peut voir que le plus vite on utilise un inhibiteur de la BTK, le mieux les patients font, tant au niveau de leur survie sans progression que de leur survie globale. Donc, c'est pour ça qu'en deuxième ligne, c'est très rare qu'on réutilise la chimio-immuno. On va plutôt passer à l'inhibiteur de la BTK tout de suite. Par contre, bon, vous savez, voilà, la réponse est d'à peu près 2 ans pour les patients qui sont sur ça en deuxième ligne, parce que les patients peuvent éventuellement développer des mutations qui mènent à une résistance aux médicaments. Puis malheureusement, la survie globale après l'arrêt des inhibiteurs de la BTK est vraiment pas géniale. Donc, les patients peuvent vivre à peu près 6 à 7 mois lorsqu'ils progressent sur un inhibiteur de la BTK. Donc, ça, c'est vraiment une population chez qui on a besoin de nouveaux médicaments pour augmenter leur survie. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment potentialiser ce traitement-là, puis quel médicament pourrait suivre en troisième ligne. Donc ici, je vous présente l'étude Sympathico qui a regardé bon, des patients adultes avec un lymphome du manteau récidivant ou réfractaire qui avaient reçu de 1 à 5 traitements antérieurs, puis étaient obligatoirement bon, supposés avoir reçu du rituximab, puis leur échelle de performance devait être de 0 à 2. Ces patients ont été randomisés 1 à soit ibrutinib seul, ce qui est le standard, ou ibrutinib et venetoclax. Donc, le venetoclax, c'est un inhibiteur de la BCL2. La BCL2, c'est une protéine anti-apoptotique. Donc, elle empêche la cellule d'apoptoser ou de mourir. Donc, si on bloque cette protéine-là, on rétablit la possibilité à cette cellule-là de mourir et d'apoptoser.
Le problème avec le venetoclax, pardon, c'est que ça peut mener à une lise tumorale où les cellules meurent tellement rapidement qu'elles relâchent toutes sortes de produits dans le sang. Puis ça peut mener à une insuffisance rénale, à des problèmes au niveau des électrolytes. Donc, il faut vraiment y aller tranquillement quand on commence le venetoclax, puis suivre un ramp-up prédéfini. Euh, mais vous pouvez voir qu'en ajoutant le venetoclax à l'ibrutinib, la survie sans progression est meilleure. La survie sans progression médiane est améliorée d'à peu près 10 mois. Donc ici, le PFS, excusez-moi, là, était d'à peu près 30 mois quand on ajoutait le venetoclax versus 20 mois avec l'ibrutinib seul. Donc le venetoclax nous permet d'aller chercher un 10 mois de plus. C'est probablement pas assez, par contre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'autres thérapies après l'ibrutinib et le venetoclax, par exemple. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui de CAR-T. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler de CAR-T. C'est la nouveauté, quoique là, c'est plus si nouveau que ça dans le traitement des lymphomes. Le concept du CAR-T, c'est qu'on collecte les globules blancs du patient. Donc, on filtre le sang, puis on isole vraiment les cellules T. Une fois que les cellules T sont isolées, elles sont retravaillées en laboratoire. Donc, on insère un vecteur viral qui permet à la cellule T d'exprimer un récepteur qui va reconnaître le CD19 exprimé sur les cellules du lymphome. Après, on expand ces cellules-là, puis elles sont réinfusées dans le patient. Donc, les cellules T vont pouvoir s'attaquer au lymphome du patient. Donc, c'est vraiment ingénieux comme concept. Donc, l'étude qui a regardé l'utilisation du CAR-T en lymphome du manteau s'appelle ZUMA-2. Donc, cette étude contenait 68 patients avec une maladie récidivante. Puis, vous pouvez voir dans le tableau ici que 100% des patients avaient déjà reçu un inhibiteur de la BTK. Donc, ça, c'est des patients qui, normalement, auraient une survie là, d'à peu près 6 à 7 mois, comme je vous ai présenté initialement. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'avec le CAR-T, 91% des patients ont eu une réponse. Donc, le taux de réponse global était 91%. Et 68% ont eu une réponse complète, là, ce qui est vraiment du jamais vu. Puis la survie sans progression médiane était de plus de 2 ans. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que chez les patients qui ont eu une réponse complète, la survie sans progression médiane était de 4 ans. Donc, vraiment une amélioration incroyable là, par rapport aux autres traitements qu'on utilisait dans le passé. À ce point-ci, on peut même se poser la question, est-ce que le CAR-T Brexucel guérit le lymphome du manteau? Je pense qu'on ne sait pas encore, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais on a besoin d'un suivi un peu plus long terme pour répondre à cette question-là. Je vous parle maintenant d'un autre médicament qui s'appelle le pirtobrutinib. Donc, le pirtobrutinib, c'est un inhibiteur de la BTK, mais qui est non covalent. Donc, on va parler de son mécanisme dans la prochaine slide. Puis, ce qui est bien, c'est que c'est très, très sélectif pour la tyrosine kinase de Bruton. Donc, beaucoup moins de toxicité que les autres BTK dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, ici en noir, vous voyez la tyrosine kinase de Bruton qu'on veut inhiber. En orange ici, là, ce serait l'ibrutinib, la calabrutinib ou le zanubrutinib. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'ibrutinib vient s'attacher à un acide aminé vraiment spécifique ici, là, qui s'appelle la cystine 481, de façon irréversible. Donc, vraiment, c'est le seul endroit où la molécule vient s'attacher à notre kinase de Bruton. Donc, on peut facilement s'imaginer que si on acquérait une mutation au niveau de la cystine 481, ben, le médicament ne fonctionne plus et le patient progresse. Ce qui est intéressant avec le pirtobrutinib, c'est qu'il s'attache de façon non covalente à la tyrosine kinase de Bruton. Donc, bon, le mécanisme exact là, est un petit peu complexe, mais c'est par des liens ioniques, là, des forces biochimiques. Puis, il y a la capacité de se lier, se délier et se relier puis est beaucoup moins vulnérable à une résistance comme celle qu'on peut voir avec les l'ibrutinib. Donc ici, je vous présente l'essai clinique Broon dans lequel 90 patients ont été traités avec pirtobrutinib. Ici, on voit un waterfall plot, puis on voit que les rectangles là, qui vont vers le bas, c'est des patients qui ont eu une réponse. Donc, on voit une diminution de leur masse ganglionnaire là, qui est exprimée en pourcentage. Donc, par exemple, ici, on voit que les patients, leur ganglion ont diminué de 25 ici, leur ganglion ont diminué de 100.
Puis en bleu, c'est les patients qui avaient déjà progressé sur un autre inhibiteur de la BTK. Donc on voit qu'on a des belles réponses avec le pirtobrutinib, même si on a déjà été exposé à l'ibrutinib, à la calabrutinib ou le zanubrutinib. Donc c'est vraiment une molécule intéressante en troisième ligne si on n'a pas accès au CAR-T ou si le patient n'est pas éligible au CAR-T. On peut même se demander si le pirtobrutinib serait meilleur que l'ibrutinib, la cala ou le sibrutinib en deuxième ligne. Puis il y a une étude qui s'appelle le Brown MCL 321 qui essaie de répondre à cette question. Donc, ça inclut les patients avec un lymphome du manteau qui ont seulement reçu une ligne, au moins une ligne de thérapie dans le passé, donc probablement de la chimio-immunothérapie, et qui n'ont jamais été exposés à un inhibiteur de la BTK. Puis, on les a randomisés au pirtobrutinib versus l'ibrutinib, la cala ou le zanu. Donc, on va savoir si le pirtobrutinib est en fait meilleur que les trois autres agents en deuxième ligne. Donc, en conclusion, le lymphome du manteau, c'est vraiment une maladie hétérogène. Il y a des patients qui ont une maladie indolente, il y a des patients qui ont une maladie beaucoup plus agressive, puis on a le MIPI qui nous permet d'essayer d'évaluer le pronostic de nos patients. La chimiothérapie à base de rituximab demeure le traitement initial de première intention. C'est assez standard. Puis les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Pluton constituent vraiment le traitement de deuxième intention le plus fréquent, mais sont de plus en plus inclus dans le traitement de première intention, souvent sous étude, puis on espère pouvoir les utiliser de façon plus fréquente au Canada dans les prochains mois, prochaines années. Il y a plusieurs nouveaux agents qui ont différents modes d'action, comme le CAR-T ou le pirtobrutinib, qui peuvent être très efficaces dans la maladie récidivante ou réfractaire. Mais malgré ces avancées-là, le lymphome du manteau demeure incurable. Donc, je pense qu'il y a encore définitivement de la place à amélioration. Donc, sur ce, j'espère que la présentation aura été pertinente. Puis, je suis content de répondre à vos questions si vous voulez me contacter par courriel au justin.desroches@bccancer.bc.ca. Merci. Merci beaucoup, Docteur Desroches, pour cette excellente présentation, très claire, et à vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Alors, nous vous invitons à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner d'autres formations disponibles qui pourraient vous intéresser. Je voudrais mentionner que cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie. Et finalement, je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui vous aidera à diriger les personnes touchées et les familles que vous soutenez vers nos services, comme par exemple nos feuillets détachables. Donc, n'hésitez pas à les diriger vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qu'elles ont nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Alors, sur ce, merci beaucoup et à très bientôt.